Salut à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue à propos de la série Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit. Mais voilà, comme j'ai beaucoup apprécié le show, autant au niveau de la production que des personnages, c'est vraiment du bon boulot. Et que du coup, comme d'hab, vous commencez à me connaître, j'aime bien faire mes petites recherches pour approfondir le sujet. J'en profite pour vous partager tout ça ici. Ainsi, comme d'hab, on va se plonger dans les secrets, les anecdotes et les coulisses de la série pour essayer de répondre à des questions qu'on pourrait se poser et aussi découvrir des choses. Donc c'est parti. Et ouais, c'est la grande question qu'on a envie de se poser en regardant la série. Est-ce qu'elle est vraiment inspirée du destin d'une grande joueuse d'échecs alors? Donc déjà avant tout, il faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman du même nom de Walter Tevis, qui est paru en 1983. Le livre devient d'ailleurs un best-seller, mais à la mort de son auteur l'année suivante. Et oui, donc hélas, le personnage de Beth Harmon est fictif. C'est dommage quand même, j'aurais bien aimé qu'il existe l'histoire d'une grande joueuse comme ça. Attention, ça reste quand même inspiré de l'expérience personnelle de l'écrivain, qui était lui-même un joueur d'échecs. Il avait déjà gagné des concours avec des sommes d'argent à la clé, et il avait pu observer, il voulait dénoncer ce sexisme qui y régnait. Il voulait par là même aussi rendre hommage particulièrement aux femmes brillantes qu'il avait marqué dans sa vie. Concernant les addictions, là encore, il s'est basé de sa propre expérience. Quand il était jeune, il a eu des problèmes de maladie du cœur et il était un temps devenu accro des médicaments qu'on lui donnait. Toutefois, pour le personnage de Beth, il s'inspire quand même pas mal du parcours de Bobby Fischer, celui qui a remporté le célèbre jeu du siècle à 13 ans seulement. Alors faut savoir que ce roman, cette histoire, aurait pu voir le jour de façon cinématographique depuis bien longtemps, puisqu'il y avait un projet de film avec Ellen Page dans le rôle principal. On était alors en 2008. Ce film aurait dû être le premier de Heath Ledger en tant que réalisateur. Et hélas, à sa mort, tout a été interrompu. C'est finalement Scott Frank qui s'est présenté à Netflix avec un pitch. Il voulait tourner ça sous forme de mini-série pour mieux aborder la dimension humaine et ludique du roman. Il raconte lui-même qu'il était venu sans trop de conviction avec son histoire de jeune fille qui jouait aux échecs, pensait que ça les intéresserait pas. Et pourtant Netflix répondit banco avec le succès qu'on lui connaît à la clé. La série s'applique tout particulièrement à nous faire vivre des parties d'échecs, ce qui n'est pas forcément évident à retranscrire à l'écran, à le rendre passionnant. Donc forcément, pour rendre tout ça un peu plus palpitant, la production qui était quand même entourée de grands joueurs en tant que consultants s'est permise des petits écarts. Il y a notamment deux points qui ont pu interpeller des pros de l'échiquier. Déjà la vitesse des parties. Comme il est expliqué dans la série, normalement les joueurs ont environ 2 heures pour jouer une quarantaine de coups, ce qui devrait leur laisser pas mal de temps pour réfléchir à une éventuelle attaque ou à une défense. Hormis lorsqu'ils jouent au blitz, là c'est normal qu'ils jouent très vite, c'est le but. Et pourtant dans la série il semble enchaîner les coups du tac au tac et boucler les parties vraiment un peu trop rapidement. Donc voilà, dans la réalité c'est pas vraiment comme ça, même si c'est sans doute la façon la plus cinématographique d'apprécier le jeu. Deuxième point, la parlotte pendant les parties. On voit que Beth n'hésite pas à interpeller ses adversaires en pleine réflexion, ce qui est absolument interdit. Dans la réalité, les joueurs ne peuvent simplement se parler que pour proposer une égalité. Voilà, donc rien de bien méchant avec tout ça, surtout que la série a quand même reçu les éloges de la communauté des échecs pour sa représentation du jeu et des joueurs. D'ailleurs, les acteurs ont vraiment appris à jouer aux échecs pour la série. Et pour les scènes de tournoi, ils n'avaient à aucun moment fait appel à des doublures. Les acteurs avaient appris au préalable exactement où chaque pièce devait aller, un peu comme une chorégraphie. Pour info, The Queen's Gambit est le nom d'une ouverture aux échecs. Forcément, si je parle de la série, je suis obligé de revenir sur la performance de la magnétique Anya Taylor-Joy. Actrice que vous pourriez déjà avoir entreaperçue ailleurs, en l'occurrence dans The Witch ou Split, et qui a clairement contribué au succès de la série. Lorsque Netflix a approché l'actrice pour la première fois en lui proposant le rôle, le script n'était même pas encore écrit, donc difficile pour elle de se transposer. Du coup, pour se faire une idée de l'histoire et du personnage, elle dévora le bouquin en 1h30. Juste après, elle se précipita pour leur dire qu'elle acceptait le rôle. Anya explique qu'elle s'est immédiatement connectée au sentiment de solitude de la protagoniste, Beth. Bon, par contre, elle n'avait jamais joué aux échecs de sa vie. Elle n'y connaissait strictement rien. Et comme elle ne voulait pas improviser, elle décida d'apprendre les subtilités de ce jeu. Pour l'accompagner dans cette tâche ardue, elle fut même coachée par Bruce Pandolfini, l'un des joueurs les plus connus au monde. Du coup, j'ai envie de dire, si aujourd'hui vous jouez contre elle, il y a moyen qu'elle soit un adversaire assez redoutable maintenant.
Du haut de ses 30 ans, l'acteur britannique Thomas Brodie Sangster a déjà 20 ans de carrière derrière lui. En effet, depuis son plus jeune âge, on a pu le voir dans des films, des séries, telles que Love Actually, Le Labyrinthe ou encore Game of Thrones. Ici, il joue le mystérieux et distant champion d'échecs Benny Watts. Et si le personnage est là encore fictif, il est d'une certaine façon lui aussi un hommage à Bobby Fischer et à son parcours. D'ailleurs, à un moment dans la série, la mère adoptive de Bess parle de lui et l'appelle Bobby au lieu de Benny. Et ça, à mon avis, c'est pas un hasard. Alors bien sûr, s'il y a quand même autre chose à souligner par rapport à son personnage, c'est son look un peu atypique, surtout dans le milieu des échecs. Et justement, Thomas nous en touche 2-3 mots. Benny Watts est un joueur d'échecs d'une période très différente. Quand j'ai vu comment ils allaient chercher un personnage étrange, tel un pirate, cela a fait tilt pour moi. C'est une figure rebelle, mais aussi un peu un cow-boy. Il avouera avoir accepté le rôle direct après avoir lu le script, car il connaissait bien Scott Frank, le showrunner, qui en plus lui avait concocté là un rôle sur mesure. Enfin, pour finir avec Thomas, lorsqu'on lui demande dans quelle autre série il aimerait bien jouer, il répond sans hésiter Stranger Things, dont il adore l'ambiance 80s. Harry Milling, aka Harry Beltic dans la série, le champion du Kentucky, s'est lui aussi beaucoup investi pour son personnage, comme par exemple apprendre les échecs, comme les autres acteurs. Et s'il n'y a jamais eu de personnage de Bess Harmon dans l'histoire des échecs, il y a toutefois de nombreuses femmes brillantes ayant battu des hommes au cours de l'histoire. Et l'acteur s'est imprégné des livres, des témoignages de ces joueuses pour mieux appréhender la psychologie de son personnage dans sa défaite, et avec la vocation qu'il aurait ensuite à aider Bess lorsqu'il prend conscience qu'il ne serait jamais meilleur qu'elle. D'ailleurs, peut-être que le visage d'Harry Milling vous a semblé lui aussi familier dans la série. En effet, l'acteur a quelques rôles à son actif. Vous auriez pu le voir par exemple récemment dans le thriller de Netflix The Devil All the Time avec Tom Holland, mais aussi lorsqu'il était plus jeune, alors qu'il était surtout connu pour son rôle de Dudley Dursley dans la saga d'Harry Potter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la série nous fait voyager à travers le monde. Même si la série se situe principalement au Kentucky, aux États-Unis, on se balade aussi à Las Vegas, mais à l'étranger, à Paris, au Mexique, à Moscou. Alors qu'en fait, dans la réalité, la série américaine s'est quasiment tournée intégralement en Allemagne, à Berlin et dans sa région. Seules 2-3 scènes en extérieur ont été tournées au Canada, en Ontario. Donc au final, le tournage n'a pas mis le pied une seule fois sur le sol américain. On termine sur une interrogation qu'on pourrait se poser. Est-ce que la mini-série Netflix pourrait avoir une suite, une saison 2 ? Déjà, vu que le show est classifié comme limité, ça paraît clairement laisser entendre comme réponse que non. Et il n'y a rien d'étonnant à tout ça, on retrouve souvent ce genre de format sur la plateforme. Et bien souvent, c'est des one-shots. Mais parfois, en cas de gros succès, on a déjà vu Netflix signer pour une saison supplémentaire malgré tout. Et dans le cas présent, avec le succès critique et public, la série aura marqué un grand coup, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que c'est tiré quand même du livre de Tevis, avec un début et une fin. Et il n'y a pas eu de suite à son histoire, même si c'est vrai que l'écrivain prévoyait quand même d'en faire une, avant de mourir prématurément. Donc voilà, ce programme a vocation à rester sur cette fin, mais qui sait. D'ailleurs, du côté de l'actrice Anya Taylor-Joy, elle n'hésite pas à déclarer qu'elle reprendrait volontiers son rôle si on lui demandait, bien qu'elle ajoute que pour elle, la fin de la série laisse Bess au bon endroit. Voilà en tout cas qui termine cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura permis de prolonger l'expérience de la série. Je le rappelle, il y a aussi sur la chaîne plein d'autres vidéos dédiées à des coulisses de séries comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.